Je vais peut-être un petit peu vous faire répéter, mais c'est vrai que tu as parlé de l'état d'esprit irréprochable. C'est le gros point fort de cette tournée. Ouais, c'est qu'ils c'est ce qu'on peut retenir. Ils sont au bout de la 10-11 défense, mois. globalement. Mais la défense, c'est quand même beaucoup de l'état d'esprit. Ça va avec. Ouais, voilà. ça va beaucoup ensemble. Alors oui, on va parler de système. Il y a des fois où ils ont été pris en défaut sur le système. Je pense que sur le premier essai, typiquement, là, on est dans un manque de cohésion et d'automatisme, notamment entre Le Garec et Barré. La défense, c'est quand même en premier lieu de l'état d'esprit et surtout de l'état d'esprit, et donc c'est là-dessus ils répondent présent. Voilà, bon, c'est ce qu'on retiendra de très positif cette tournée. J'ai envie de vous dire que d'un autre côté, c'est un peu le minimum syndical au rugby quand même, l'état d'esprit. Quand il n'y a pas ça, il reste plus grand-chose. On sait qu'on est à la fin d'une saison qui est très longue, que les mecs sont quand même crevés. Ils se sont envoyés, voilà. Tout à l'heure, tu parlais de ces 4 ballons dans l'arme but qu'ils ont réussi à sauver. Ça illustre un petit peu les. C'est ce qui donne l'effet qu'à 10 minutes de la fin, on se dit qu'on peut gagner ce match. Alors qu'en réalité, dans la production, et notamment de la deuxième mi-temps, il n'y a plus match en deuxième mi-temps. Très franchement, il n'y a plus match du tout. 279 plaquages sur l'ensemble de la rencontre. 297 tentés. 297 tentés. Ce qui veut dire qu'en plus, on a un super bon ratio. En plus. Ça fait un bon ratio quand même. On reviendra peut-être sur les meilleurs plaqueurs tout à l'heure, puisqu'on va parler des notes. Je vous propose d'aller directement sur le fait du match. Oui. Nico, tu vas pouvoir nous en parler ? C'est toi qui l'as écrit. C'est des Bleus sans munitions, c'est effectivement ça. Je crois que dès que les Blacks ont réussi à reprendre le score à la 58e minute, 59e, après ils n'ont plus du tout lâché le ballon, ils ont terminé la rencontre. À partir de là, ils ont 80% de la possession, 88% je crois dans les 10 dernières minutes. Donc on est vraiment sur une fin de match à sens unique où même si on a une petite occasion d'espoir comme Fabien Galtier le disait, sur cette action d'Emilien Gaëton, mais voilà, c'est un épiphénomène dans cette fin de match. Effectivement, les Blacks ont confisqué le ballon et les Bleus n'ont fait plus que défendre. Donc effectivement, dans ce contexte-là, et on revient à la défense, c'est que je crois que les Blacks et les Français terminent avec le même taux d'efficacité dans les 22 adverses. Ça veut dire qu'ils marquent à peu près le même nombre de points en moyenne sur leur venue dans les 22 adverses, mais bon, les Blacks sont venus tellement de fois qu'au final ça fait la différence, et nous effectivement il fallait faire 100%, il fallait que notre taux d'efficacité dans les 22 adverses soit bien meilleur que le leur. Et ce qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'ils ont été opportunistes en première période, c'est-à-dire que l'occasion qu'ils ont eue, ils l'ont saisie. Ils sont quand même à 2 points devant les Blacks à la mi-temps. Ils ont géré leur première période, ils ont tout optimisé, hein. Ils ont tout optimisé. Allez, on va laisser. Il y a un coup de pied de Nolan Le Garec et un drop de raté. Mais franchement, ils ont quand même vraiment tout optimisé. Mais il y a trop peu de munitions, c'est ce que dit Nico. Et il y a trop peu. Voilà, ils ont fait avec leurs armes du moment, mais ils sont clairement battus sur le match. Je n'ai pas en tête un seul franchissement des Français. Est-ce que je ne sais pas si vous avez en tête une action de ligne, une attaque de ligne qui a mis en difficulté les Blacks? Une attaque de ligne, j'en vois pas non plus. Voilà. On a tapé sur du petit jeu, on a essayé d'obtenir des pénalités, on marque sur une pénale touche en début. Cette entame de match elle est plutôt bonne, c'est peut-être là où on va en trouver une ou deux, peut-être où on arrive à avoir de l'avancée. Il y a une fois sur le tout début avec Léo Barré qui est repris, mais il n'y a pas de franchissement. Je veux dire, il gagne du terrain, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul franchissement sur ce match. Ça veut à peu près tout dire. Ça veut dire d'être au score devant à la mi-temps et même au contact à un quart d'heure de la fin, ça dit à peu près tout, parce que je travaillais sur les notes des joueurs, je faisais les 3/4, c'est compliqué parce qu'en fait il n'y a pas une action offensive. Alors tous ça revenait à il s'est bien investi en défense, il s'est envoyé en défense, Gaël Fickou fait 20 sur 20 au plaquage, mais on a envie de parler d'autre chose quand on parle de Atis Ogbe, qui est un joueur qui a quand même un pouvoir offensif très fort, de Gailleton aussi, alors ils se sont tous envoyés, mais on retient très peu de choses, de moments où on a vraiment mis la défense All Black en difficulté par la vitesse. Voilà, on a su le faire effectivement en début par du jeu plutôt petit périmètre, avec un groupe pénétrant qui aboutit avec ces choses-là, mais par notre vitesse qui devrait être notre point fort. On a quand même un triangle arrière avec Atis Ogbe, on a Gailleton qui rentre, on a des joueurs qui ont des cannes, quoi. Et j'ai pas souvenir une seule fois qu'on les perturbe en fait. Est-ce que finalement, qu'est-ce qui a manqué pour avoir plus de ballons? On dit qu'en fait ils n'ont pas eu d'occasion, mais qu'est-ce qui a pêché sur ce match pour qu'ils aient plus d'occasions? Je pense que c'est peut-être aussi ce manque d'ambition offensive, en tout cas de rester dans un schéma, de ne pas vouloir faire de faute. À un moment, peut-être qu'en seconde mi-temps, il fallait tenter de remonter le ballon de plus loin, parce que les pauvres munitions, les Blacks ont tenté des jeux au pied dans notre dos, et on en a réussi à récupérer. Oui, ils nous ont beaucoup embêtés. Léo Barré a été en grande difficulté. On a vu Théo Atis Ogbe après sauver plusieurs fois la partie, mais on
on a tenté des jeux au pied pour se dégager à chaque fois, des jeux au pied sous pression, et peut-être que tenter ne serait-ce qu'une passe ou deux dans nos 22 mètres pour voir ce qui se passait sur ces ballons de récupération, on ne l'a jamais tenté en fait. Donc on a tenté de se dégager, on est allé au plus vite, au plus pressé, et on était vraiment dans la notion de se dégager, de défendre, et jamais dans cette ambition de vouloir inverser la pression par des remontées de balles. Et pour revenir sur ce que tu disais, Léo, 0 franchissement chez les trois quarts. Voilà. Et ça illustre bien, mais je suis complètement d'accord avec Nico, c'est-à-dire que déjà qu'on a peu de munitions, le peu qu'on arrive à récupérer par un bon grattage de Guillard ou de Villiers, par une faute aussi des Blacks, parce qu'ils en ont fait un peu, il y a tout de suite cette idée de on est sous pression, on va inverser cette pression par du jeu au pied, ce qui ne fonctionnait pas, parce qu'en fait on leur rendait le ballon et on se retrouvait de nouveau sous pression. Est-ce que c'est pas la consigne ? Antoine Astoy, c'est 13 ballons joués, c'est 9 jeux au pied. Voilà, 4 passes dans le match. C'est quand même un profil d'ouvreur, Antoine Astoy, qui est plutôt offensif, qui est un créateur, qui est un animateur. Il a joué un petit peu comme on a demandé de jouer les autres matchs à Joris Second, avec pas la même longueur au pied, donc qui a pas posé les mêmes difficultés au fond de terrain néo-zélandais, parce qu'il a pas la même longueur. Et sur son point fort, qui est quand même plutôt la création, l'animation, ces choses-là, on l'a très peu utilisé. Alors je sais pas si c'est des consignes, si c'est cette sensation sur le terrain qu'ils étaient étouffés, qu'ils étaient un peu trop sous pression et qu'il fallait se soulager et qu'ils ont pris ce parti-là. Mais je trouve un peu dommage que avec si peu de choses à se mettre sous la dent, le peu qu'on a, on tente pas quelque chose, quoi. Effectivement, qu'on fasse 2-3 passes, même si c'est dans nos 30 mètres, c'est le jeu, qu'on déplace le ballon, quoi. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on est au contact et on se dit sur une fulgurance, sur le talent de cette ligne de 3 quarts qu'on n'a pas vu, qui s'est pas exprimé, sur un exploit, sur une relance, même pas un exploit, c'est juste d'essayer de se faire 2 passes pour voir ce qui se passait un peu plus sur les extérieurs. Essayer de leur poser des problèmes, quoi. Et d'essayer de changer un peu la donne du match, essayer de sortir les Blacks de leur zone de confort, parce que là c'était nous mettre la pression et se retrouver avec une touche des fois à 15 mètres de notre ligne derrière, donc entre 15 et 40 mètres on n'est jamais sorti de cette zone là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont pu être crispés parce qu'il y avait quand même de l'enjeu sur ce dernier match, c'était le dernier, ils savaient plus ou moins, ils avaient une chance quand même de l'emporter, c'était pour pas rentrer bredouille en France. Est-ce que ça a pu les crisper, ça ? Je sais pas, moi j'ai l'impression que, parce que on sent qu'il y a eu un fil conducteur qui a bougé pendant cette tournée sur la stratégie. On a vu un premier test où on a bien tenu en défense, on a été très fort en défense, on avait ce jeu au pied de Joris Second qui a posé quand même des problèmes et qui a enfermé un peu les Blacks chez eux des fois, et avec ce message à la fin du premier qui était de Fabien Galtier, le premier, en disant jouez, il faut jouer plus que ça, il faut prendre de l'initiative, faire plus de choses. Et on sort du deuxième, on prend 40 points et les joueurs, les premiers, disent on a trop joué. On a tenté les ballons qu'on n'aurait pas dû jouer, on s'est trop exposé. Faut mieux trier. Je me souviens de l'interview de Léo Barré qui dit qu'il faut qu'on ait un meilleur tri de nos ballons, on peut pas tout jouer comme ça. Et donc du coup on est passé de on joue trop peu à on joue trop, et on a l'impression que sur ce dernier test ils se sont un peu perdus là-dedans, dans le message de où on place le curseur entre l'initiative et la surexposition, et le surjoué, la surexposition, et on est revenu à ça, à se dire on se réenferme du coup, puisque le deuxième on s'est exposé, on a trop joué, on a pris 40 points, on ne joue plus de nouveau. Et on l'a fait en plus, je le répète, avec des armes qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, je trouve. Avoir Antoine Astoy et l'ouverture Joris Second, ça implique des choses quand même sur le profil de jeu. Et on n'a pas trop servi Astoy, on lui a pas trop permis de jouer sur ses points forts, je trouve, en prenant cette option. Mais je ne sais pas si c'est de la crispation. Je pense aussi qu'il y a un petit mensonge dans la première mi-temps. Ça veut dire que les joueurs ils rentrent à la mi-temps, ils sont devant au score avec cette stratégie-là de jamais s'exposer, de taper au pied, en fait de marquer des points en lâchant peu d'énergie, en traversant le terrain par du jeu au pied, sans jamais tenter le diable. Donc au final ils se disent on est dans le match, et en suivant cette stratégie-là, et à un moment il n'y a personne qui se dit il faut qu'on change un peu de stratégie à ce moment-là, parce que ça y est, les Blacks ils se sont adaptés, ils ont pris le ballon, et là maintenant il faut changer, et on n'a pas changé de stratégie. Puis je pense qu'il y a un phénomène d'usure, de fatigue. On l'a vu la deuxième mi-temps, on casse beaucoup de joueurs. On lâche rien, on le fait au mental, on le fait à l'énergie. Mais l'énergie, il n'y en a plus beaucoup à la fin. Et puis on voit le Garec qui sort blessé au dos, on voit Tixeron qui se fait une épaule. On voit, je sais plus, il y en a un autre blessé. Qui reste sur le terrain. On voit que physiquement c'est dur à la fin. Parce que je pense que nos 2 seules actions de la deuxième mi-temps viennent de lancer perdu du jeune talonneur néo-zélandais qui venait de rentrer en jeu pour sa première sélection, qui nous offre de munitions, mais c'est à peu près tout. Ouais. Dans le chat, on nous dit on manque de puissance, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui avancent sur les impacts. Alors personnellement je trouve que c'est un peu dur quand on voit des joueurs comme Fischer, comme Alaga
À la Gahu. Guillard, quand même, qui a bien avancé sur ses ballons. Alors, les collisions, moi je trouve qu'on les a gagnées en première mi-temps, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon, mais effectivement l'effort était trop constant et trop intense et on a perdu au fur et à mesure du match cette guerre de la collision et effectivement, les Blacks ont commencé à jouer en avançant, en tapant fort, souvent sur notre premier rideau, et au bout d'un moment, ça a fini par craquer. Mais je pense que sur la longueur, ça n'a pas tenu. Je rejoins un peu après moi sur le côté explosion, mais bah oui, c'est des joueurs rares, des joueurs qui sont capables de faire des grosses différences au niveau international. Et des Aldrit, il n'y en a pas 5. Des Movaka qui sont très explosifs, qui sont capables d'aller gagner des lignes d'avantage sur un cocktail puissance-vitesse. Il n'y en a pas 10, quoi. Donc oui, ils ont eu Ardis Avea, par exemple. On voit que sur quelques actions, d'un seul coup, il démarre. Oui. Et il se passe un truc, et il y a un affolement. On a l'impression qu'il va plus vite, qu'il est plus grand que tout le monde. Mais c'est rare des joueurs comme ça. Donc quand vous en mettez 40 au repos, forcément, vous les avez plus, quoi. C'est aussi bête que ça, oui, effectivement, quand Penaud ou Bielbiarré, quand Dupont touche un ballon, il se passe quelque chose, et puis il y a de l'avancée qui se crée, et puis, mais ces joueurs-là, concrètement, on ne les avait pas aujourd'hui. Je vous propose de rentrer dans l'analyse un petit peu plus précise, avec les notes des joueurs. On commence par le positif ? Ouais. Après, on verra un petit peu moins bien, disons. Guillard et Brennan ont été les deux guerriers que vous avez choisi de mettre en avant dans les notes. Ce sont les deux meilleurs plaqueurs du 15 de France aujourd'hui. Les stats sont assez folles quand même. 24 sur 24 au plaquage pour Guillard. C'est énorme. Guillard, c'est la grosse satisfaction de la tournée, de toute façon. Il n'est pas tout seul, il y en a d'autres, mais clairement celui qui aura le plus profité en termes de hiérarchie de la tournée, c'est lui. Il était déjà là pendant le tournoi. On avait vu quand même qu'il avait des qualités un peu supérieur au top 14 et qu'il avait ce qu'il fallait pour s'installer dans une équipe de France. Il confirme tout sur la tournée. C'est que lui, pour le coup, sur l'impact, il existe. Sur son activité, sa capacité à répéter les tâches, on le voit, il plaque, il se relève, il gratte, il vient. S'il fait 24 plaquages, c'est qu'il ne reste pas une heure au sol, quoi. Il a cette capacité à encaisser ce niveau-là, donc oui, clairement, grosse satisfaction, Guillard. Guillard, initialement, c'est un deuxième ligne. Ouais, Brennan aussi. Là, il a décidé de le placer en troisième ligne centre. Est-ce qu'à terme, vous pensez qu'il sera toujours sélectionné à ce poste-là? Intéressant, hein. Non, je pense que c'est vraiment un joueur qui va du 4 au 8, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il a montré qu'il avait le niveau international et qu'il était couteau suisse, qu'il pouvait jouer partout. Et c'est là où ça va être certainement intéressant dans le futur, parce qu'il va être difficile à sortir des 23 maintenant, parce que vraiment, il peut tout faire et il est bon partout. Donc... c'est sûr que dans les prochaines feuilles de match, Guillard il va être, alors peut-être pas un titulaire, mais c'est un remplaçant idéal, parce qu'un titulaire, un numéro 8, on a quand même Grégory Aldrit, qui effectivement peut-être offre un peu plus de percussion ballon en main que Guillard, même si je trouve que Guillard il est très intéressant, il va peut-être des fois un peu plus chercher l'espace, mais effectivement pour avoir un gros porteur de balle, Aldrit reste devant, et en deuxième ligne on a Flamand, on a Meafou, on voit que Hugo Rado aussi est intéressant sur cette tournée par son jeu aérien, et même dans le combat je l'ai trouvé peut-être mieux que certaines fois précédentes. Mais effectivement, Guillard, c'est le remplaçant parfait, surtout quand on fait un 6-2 ou un 7-1 comme Fabien Galtier récemment. Ce sera peut-être le remplaçant de luxe. Brennan, on l'avait beaucoup vu en club. C'est un petit peu la confirmation là, sur en équipe de France. Ouais, le repositionnement est intéressant quand même, parce que on a dit, on a aussi un problème de puissance sur cette tournée, et le fait de remplacer deux deuxième lignes en troisième ligne nous a un petit peu aidé sur ce plan-là. Pareil, on est quand même sur un joueur qui a un gros volume physique, et je ne parle pas que de puissance, il se déplace, il répète les tâches. C'est vraiment important, cette notion. C'est-à-dire qu'avoir un joueur qui, 3 fois dans le match, prend le ballon, avance, mais qui après s'éteint, ça passe pas le cut à ce niveau-là. Et lui, on est vraiment sur un joueur qui effectivement est capable dans un effort répété constant. Donc là, ça devient super intéressant, il est très propre, on voit que c'est un joueur qui est bien formé techniquement. Oui, ça fera partie des joueurs après qui est jeune, donc c'est pas trop une surprise. Dans ce qu'on avait vu au Stade Toulousain, on voyait qu'il y avait quand même un potentiel pour aller voir au-dessus assez rapidement quand même. Il confirme qu'il a ce petit truc, c'est que quand il fait une action défensive ou offensive, ça va faire mal à l'adversaire. Alors il n'est peut-être pas le plus puissant, le plus surgaillard de l'équipe, mais chaque intervention défensive ou offensive, on sent que ça met un impact sur l'adversaire. Et après, on parlait, pour revenir sur avant Guillard, remplaçant de luxe.
Oui, il va falloir voir s'il n'est pas au-dessus. En 5, en 5 ça devrait devenir très intéressant. En 5, il va falloir regarder quand même. Parce qu'on va rentrer tout le monde, il va pouvoir remonter en deuxième ligne. Il peut jouer les deux postes. Effectivement, ça fait un profil qui est super chouette quand on fait des 6-2, des 7-1 sur le banc. Mais enfin, ses performances, il va falloir justifier qu'il sort du 15 de départ maintenant quand même. Il y en a quelques-uns qui peuvent s'inquiéter. Il va falloir lui expliquer qu'il n'est pas dans le 15 de départ, parce que ce qu'il fait sur le terrain, franchement, c'est assez impressionnant quand même. Je crois que sa meilleure carte à jouer, c'est un 5. Ouais, oui, clairement. Parmi les arrières les mieux notés, on retrouve Gaël Fickou, le capitaine, qui a parfaitement tenu son rôle. Ouais. Je crois... Il fait 20 sur 20 au plaquage. De toute façon, on va parler que de ça, c'est un peu le problème, c'est on va avoir du mal à parler de production offensive. Ils ont ni été bons ni pas bons, ils n'ont pas eu de ballon. Ils ont tous très bien plaqué. Et donc on va revenir un petit peu à la performance. Et lui, c'est vrai que, en plus, on a vu que les deux centres néo-zélandais avaient tendance à beaucoup défier le milieu de terrain. Il y avait quand même ce choix-là. Lindelof Brown est un joueur qui est fait quand même plutôt pour ça, par exemple. Et oui, il a été très sollicité. Il a été nickel, Gaël Fickou. Il a été un vrai capitaine. Pas que capitaine de statut, mais il a été un capitaine de comportement sur le terrain. Donc lui aussi, pour le coup, satisfaction. Bon, on va passer au petit flop, on va dire. Il y en a qui est dur. Ça a été plus compliqué. La moins bonne note a été attribuée à Léo Barré, l'arrière du Stade Français. Un match très compliqué. Alors, ce qui est difficile pour lui, c'est qu'il fait de très bonnes choses, qui va gâcher derrière avec des petites... Il commence bien. Il fait un bon début de match, mais ça se gâte quand même assez vite. Ça se gâte assez vite. Et vas-y, Nico, je sais pas si tu veux... Non, mais alors là où on peut, sur les jeux en l'air, là où on attend quand même un arrière, il a été bon en début de match. Il y a eu plusieurs ballons chauds à aller prendre, à aller chercher. Il y est allé. On a pensé qu'il était lancé dans cette rencontre. Et puis, vite, on a vu quelques petites erreurs de placement au départ. Puis après, quelques petites hésitations. En première mi-temps, il y a ce ballon qui veut pas prendre, alors que c'est un avantage au Black qui a failli donner une occasion d'essai au Black cadeau. Et à partir de ce moment-là, cette hésitation, je pense, lui a remis le doute et il les a enchaînés, quoi. Ouais, les Blacks ont beaucoup utilisé le jeu au pied rasant dans le dos de notre défense. Et ils ont même fait un petit par-dessus dans leur 22 un peu suicidaire, mais clairement on voit que c'est quelque chose qu'ils avaient ciblé quand même. Et il a été en difficulté vraiment sur ces ballons-là, sur les rebonds, il a été sous pression. Alors on a vu, de mémoire, il y en a 3 cafouillages. Cafouillage assez flagrant, celui dont on parle Nico, il y en a un autre qui sont sans conséquence et le troisième coûte cher parce que là pour le coup ça fait essai. Essai de Kirifi de mémoire. Il y a aussi le sujet de reprendre le score. Ouais, clairement le Black de repasser devant. Et il y a aussi le sujet du premier essai sur Will Jordan où il y a un peu débat où pour moi, il n'est pas seul fautif, mais il fait partie de l'équation. Dans le système de défense des Bleus, c'est le botteur qui doit couvrir la zone, et donc lui, il est logique, donc c'est le Garec qui, derrière un ruck français dans les 22, fait une sortie de camp, ne cherche pas la touche d'ailleurs, je pense. Et il garde bien au début cette zone-là, et donc Barré vient se mettre de l'autre côté du terrain pour couvrir le fond du terrain à 2. Le problème, c'est que le Garec, qui est aussi pour moi fautif, quand même lâche vite sa zone. Donc effectivement, dans un deuxième temps, le Garec, le numéro 9, va être appelé à remonter, réintégrer la ligne de défense. Dans ce cas-là, l'arrière fait une bascule, vient prendre la zone où était le Garec, et l'ailier côté opposé vient reculer et couvrir le fond du terrain. Et je trouve que le Garec lâche vite, quand même, remonte très vite. On voit qu'il décèle une situation un peu défavorable dans le côté fermé, et il sprint pour aller compenser. Et moi, je trouve qu'il a le temps encore, qu'il sort vite. Mais à ce moment-là, de toute façon, Barré doit voir ce qui se passe et doit compenser. Et il compense pas, et eux, les Blacks le voient tout de suite que le fond du terrain est complètement ouvert, et c'est jeu au pied par-dessus, Will Jordan terminé. Donc faut en repartager sur celle-là quand même. Est-ce que globalement sur les dernières sorties avec le 15 de France de Léo Barré, vous estimez qu'il a le niveau international aujourd'hui ? C'est dur de le juger sur cette tournée, non. Sur cette tournée, non, il passe à travers. Après, il avait fait des bonnes choses avant quand même. À la fin du tournoi, c'est souvent en demi-teinte quand même. Sur le tournoi, il fait des bonnes rentrées, et même je crois en novembre, il joue de mémoire. Il fait le dernier match face à l'Argentine, et il est très bon ce jour-là. Et d'ailleurs, et en plus, c'était pas facile pour lui parce que Romain Buros avait fait une prestation intéressante la semaine d'avant face au Black, et il revient et il fait une très bonne
prestations et qui lui permet d'enchaîner sur le tournoi. Hein. Donc non, je pense que c'est plutôt, on voit que c'est un joueur qui a un peu de doute et ça a été aussi pendant toute sa saison en club. Hein. Il n'a pas fait un grand début de saison. Justement, les matchs avec une équipe de France, il avait permis de retrouver, je trouvais, un peu d'assurance avec son club et de confiance pour faire une deuxième partie de saison plus intéressante. Mais il y avait toujours un manque de constance et là, ça s'est vu. Je pense que son match là d'aujourd'hui est à l'image de sa saison. Ouais, après, l'interrompt pas, c'est un jeune joueur, ça reste quand même un très jeune joueur. Il a raté 2 matchs. Voilà, il a raté 2 matchs, il avait fait de bonnes choses avant. On va essayer de ne pas être trop péremptoire non plus, quoi. Mais oui, clairement, sur ces 2 matchs, il est en difficulté. Il le reconnaît d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en a dit là, mais après le deuxième test match, il reconnaissait qu'il avait été en grande difficulté. Il est lucide par rapport à ça. Donc voilà, il sort aussi d'une saison qui a été quand même calvaire en club. Qui a été compliqué à titre personnel, ça a été très compliqué en club avec pas mal de tensions, des entraîneurs licenciés, la menace du maintien de la relégation. Voilà, il boucle une saison. Il s'en souviendra peut-être pas pour les bonnes choses. Il aura bien mérité ses vacances, Léo Barré. Ouais. Chez les jeunes joueurs, je regarde un petit peu les notes. Parmi les moins bien notés, Nolan Le Garec, performance en demi-teinte. Qu'est-ce qui lui vaut ce 5 sur 10 ? Bon, c'est 5 sur 10, après, c'est pas une oui, non, c'est la moyenne. C'est pas, pas une excellente. Il fait partie des moins bonnes notes. En fait, on a Léo Barré, qui est de loin, le reste, 1,5. C'est dur après de mal noter, hormis lui il a des faits de jeu, Léo Barré, qui sont très marquants, il en a plusieurs en plus. Mais après, c'est dur, au terme de ce match-là, de noter de façon très sévère parce que l'investissement est au rendez-vous et qu'il n'y a pas de... Voilà, on a ces faits de jeu qui concernent effectivement le Barré, mais il n'y a pas de grosses erreurs. Il y a juste une domination collective d'une équipe sur une autre et celle qui est dominée, en l'occurrence la France, fait ce qu'elle peut pour ne pas craquer. Donc c'est compliqué d'aller noter très durement. Nolan Le Garec, il a, je trouve, aussi sa part de responsabilité dans le peu d'animation qu'a eu l'équipe de France. Dans ce truc un petit peu frileux sur les rares ballons qu'on a eu, les animations qu'il a eues, elles ont été beaucoup dans la zone de ruck. On n'a pas trop cherché à aller chercher plus loin. Et je trouve que lui aussi, il porte un peu cette responsabilité-là. Il est plutôt propre au pied, il fait 4 sur 5 de mémoire, je crois. Voilà, c'était surtout par ça, je trouve, un petit manque d'ambition. On a senti qu'il avait cherché quand même à trouver de la vitesse, ce qui n'était pas facile, mais de la vitesse pour rester dans un petit périmètre. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette impression qu'il met du temps dans ses libérations, qu'il prend le temps, qu'il regarde. Il est plutôt dans une animation dynamique, mais par contre, voilà, sans aller très loin, sans chercher la passe de plus ou à déplacer le jeu. Et je trouve ça un petit peu dommage de la même manière qu'Astoy. Il n'a pas eu non plus beaucoup de chance, ou en tout cas, c'est que dans cette animation autour des rucks, la troisième ligne All Black nous a fait beaucoup de mal. Je crois qu'on a eu du mal. Quand il le constate, lui, son rôle, c'est de voir ça et dire bon, ici, on vient taper là, on est en difficulté, allons taper ailleurs, quoi. Et voilà, on a un peu trop tapé là, où on n'a pas réussi à enchaîner les temps de jeu pour essayer de faire reculer la défense Black. Ils ont vite mis les mains sur le ballon, on a eu vite des petits en avant, des petites erreurs qui, dans ce jeu-là, nous ont pas permis de développer autre chose, quoi. Dans le chat, on nous dit Le Garec a un sacré boulot à faire sur ses box kicks. Pas de longueur et de hauteur. L'arbitrage des rucks ne l'aide pas à accélérer le jeu parce qu'il y a souvent un Black qui traîne du mauvais côté. Alors, il traîne souvent dans les rucks. Je l'ai vu lever des fois un peu le bras sur un Black, mais je pense que c'était plus pour alerter l'arbitre parce que franchement, je trouve pas qu'il y ait de sujet sur parce qu'on peut tout aller contester. Dans ce cas-là, sur le grattage de Villiers, il est limite aussi parce qu'il ne relâche pas vraiment. Il accompagne au sol et il est directement au grattage. Il n'y a pas de scandale, je trouve, sur ce match-là. Mais sur le jeu au pied, quand t'es dominé, de toute façon. Sur le jeu au pied, il passe derrière, je pense, Dupont et Lucu, qui ont les deux plus grands jeux au pied, justement, depuis leurs 22 mètres pour gagner du terrain. C'est les deux meilleurs des mine mêlées au monde sur cet exercice-là pour inverser la pression. Pour voir Dupont et Lucu souvent, quand on est dans les 22, c'est un coup de pied qui va arriver à 40 mètres sur les 40 mètres adverses. Là, on était plutôt sur nos 40 mètres, mais effectivement... la comparaison est dure, forcément. C'est dur de comparer. Tu as un sujet de longueur et tu as un autre sujet, je trouve, sur les jeux au pied de pression, sur ces box kicks. On va chercher plus. Le but est quand même d'aller le poser dans le couloir des 5 mètres parce que proximité de la touche fait que ça enferme aussi le réceptionneur. Et il a moins cette précision-là. On a un coup de pied qui rentre un peu plus dans le terrain, qui nous couvrait un peu plus de champ de contre-attaque pour les All Blacks. Donc je l'entends, ce sujet-là, ouais. Parmi les bonnes notes, il y en a un que j'ai pas cité et je trouve ça dommage, c'est Pierre Bourgaritz qui était titulaire au Talon. Il a connu des saisons galères avec beaucoup de blessures. Aujourd'hui, honnêtement, ça fait vraiment plaisir de le revoir avec le 15 de France et dans cette forme-là.
Oui, tout à fait, parce qu'on parlait des porteurs de balles tout à l'heure, et il me semble qu'il a gagné plusieurs collisions, ballon en main en début de rencontre. Effectivement, donc lui, on sait tout le gaz qu'il peut avoir, son explosivité ballon en main. On l'a un peu vu en début de match, effectivement, et puis on n'avait pas été très bon en touche la semaine dernière. Ça a été corrigé cette semaine, donc on peut le créditer d'une bonne prestation. Je regarde un petit peu ses stats. 11 plaquages, un seul raté, là aussi. Ouais. C'est pas mal. 3 défenseurs battus. Et c'est un joueur dynamique, c'est un joueur explosif. On parlait tout à l'heure de ce manque de cette difficulté à aller casser le premier plaquage ou casser la ligne d'avantage. Et lui, il a ça dans les jambes. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour pour les notes. Alors, vous pourrez découvrir bien évidemment les notes en intégralité sur notre site, sur Rugbyarama. Vous aurez le petit commentaire pour chaque joueur, mais on ne va pas non plus spoiler toutes les notes ici. Ce que je vous propose, c'est de passer à une dernière partie, puisque c'était le 3e et dernier match de cette tournée. Donc, il est un petit peu l'heure de faire le bilan. Ouais. Et je voulais vous demander, selon vous, donc chacun, de me sortir une révélation de cette tournée. Quel joueur vous a marqué, quel joueur a gagné des points? Et j'en avais en tête tout à l'heure, j'ai oublié. Ah oui, Fischer, bien sûr, parce qu'on n'en a pas parlé, mais 21 plaquages en 40 minutes. Hein, en 40 c'est gigantesque. Ouais, et 0 manqué. Et 0 manqué, oui, bien sûr. C'est gigantesque, c'est les bas records du monde, donc c'est gigantesque. Il sort la mi-temps, je sais pas, il faudra regarder si c'était par le 21 plaquages qui était cramé ou c'est par blessure. Mais c'est gigantesque. Au niveau des records, on en parlait tout à l'heure avec Théophile. Je crois que c'est Du Sautoir qui le détient. 37, non Le quart de finale de coupe du Monde 2007. Exactement, 2017. 2007. 2007. Contre les All Blacks à Cardiff. Mais c'est 37 ou 39. Ok, oui. Bon, on en est loin, mais sur une mi-temps, s'il avait joué la deuxième, peut-être qu'il aurait... Mais à partir du moment où on met Guillard un peu de côté en disant c'est pas une révélation, parce qu'on l'avait déjà vu au tournoi, on avait déjà compris qu'il avait ce qu'il fallait, je pense que l'excellente surprise c'est Fischer pour le coup. Qui jouait sa première sélection. Qu'il était déjà dans les meilleurs sur le premier match. Oui, il avait été excellent. Enfin, honnêtement, c'est vrai que c'est une belle surprise. Ouais, je pense, Belle prise pour les Bayonnais. Après, on pourrait parler, mais en fait, dans les très bonnes révélations de la tournée, c'est pas vraiment des révélations, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient en tournée l'année dernière. Je pense aussi à Tissogbe, quand même, qui démontre qu'il pourrait prétendre à ce triangle arrière. Alors on sait que c'est pas évident quand il y a les titulaires Ramos, Penaud et Bielbarré, mais derrière on se demandait qui c'est qui pouvait prétendre à un peu venir s'immiscer dans cette concurrence. Il y a aussi Gabin Villiers qui revient et qui a fait une bonne tournée, toujours dans son profil particulier, mais qui était un peu en retrait ces derniers temps au niveau du 15 de France. On a essayé Mathis Lebel aussi dans ce rôle-là pour venir concurrencer ces trois-là. Et je pense que là, maintenant, Théo Tissogbe s'impose comme le plus crédible. Mais il était déjà... En plus, il joue les deux postes, c'est le 4e sur la hiérarchie. Donc voilà, je pense que sur cette tournée-là, il est monté dans la hiérarchie. Dans les révélations, on a quand même un pilier. Le petit Yardossio prêté, non, Paul Malaise. Prêté avec Aix-en-Provence cette saison. Non, mais si on va il n'a pas été ridicule. En vrai, le petit Yardossio, ça va être un peu plus dur le premier, mais il fait un test solide aujourd'hui. Paul Malaise, c'est surprenant. On a eu Régis Montagne sur le deuxième test, dont on sait que le staff a beaucoup aimé la prestation et qu'il aurait été dans le groupe là. C'est plutôt bien parce qu'en plus, c'est des postes où on n'est pas forcément hyper fournis. C'est ce que j'allais dire. Donc de voir arriver des jeunes qui montrent de belles choses comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, À la GAU aussi. Mais quand on se base sur le combat et qu'on s'y file comme ils sont tous filés, en tout cas, il n'y a personne qui a perdu des points là-dessus. Et puis c'était difficile de faire autre chose, donc il y a beaucoup de satisfaction quand même individuelle. Du côté des Blacks, on a aussi découvert quand même pas mal de monde. Il y avait quelques joueurs qui fêtaient leur première sélection, ou du moins qui en étaient à 2, 3, qui n'en avaient pas énormément. J'ai noté le deuxième ligne, Hollande, qui a été franchement monstrueux. C'est un bel animal, qui est solide. Honnêtement, on l'a découvert là et on se dit, mais lui, il va plus jamais bouger, quoi. Il va rester. Il y a des chances de le revoir, celui-là. Non, mais il est gaillard physiquement, et puis en plus, on est quand même dans la formation All Black. Tout est bien fait techniquement, sur ses déplacements, sur tout ce qui est ballon en main et ces choses-là. On reste dans la formation maison néo-zélandaise qui sait faire. Donc, non, très excellent joueur.
Excellent joueur. Le troisième ligne, Duplessis aussi, j'ai oublié son nom de Chérifi, famille. Chérifi. Chérifi, ils ont quelques bons jeunes qui arrivent. Même si on constate quand même que il faut qu'il y ait quand même un Barrette sur le terrain, il faut qu'il y ait un Savea en pleine forme pour que ça tourne bien quand même. Oui. Mais c'est une équipe qui est en train de se reconstruire, ça se voit, parce que ils ont plus beaucoup de cadres et quand ils sont pas là, ça se voit. Par contre, on voit, ils ont leur première ligne qui est toujours là et après, effectivement, c'est vite Savea, les frères Barrette. Mais on sent qu'il y a du mouvement un peu partout quand même dans cette équipe. Mais il y a des potentiels. Et l'arrière qui a joué aujourd'hui, que j'ai trouvé très intéressant aussi. Ruben Love. Oui. Ouais. Ça m'a marqué, le love, ça m'a marqué. Bon, ça c'était pour les blagues. En tout cas, on peut dire qu'ils sont prêts pour leur prochaine échéance. C'est le Rugby Championship. Je sais pas. Enfin, ils sont prêts. Il me tarde de voir si ils sont prêts, parce que là, effectivement, ils ont joué contre un 15 de France remanié. Qu'est-ce que ça va donner? On verra à l'usage. En général, quand on annonce un truc, il se passe l'inverse, mais je pense que les Bocs ont encore un pas d'avance. Ouais. Les Bocs me paraissent plus forts, plus armés physiquement, plus près dans leur rugby, plus en place collectivement. Je pense que les Bocs restent encore la meilleure nation au monde aujourd'hui. Bon, on verra ça. Pour vous, cette tournée, est-ce qu'elle est complètement ratée? Non. Non. On était tous les deux en 2018 lors de la tournée. On sait ce que c'est. Lors de la tournée en Nouvelle-Zélande, on sait ce que c'est. 3 matchs en Nouvelle-Zélande enchaînés avec pas forcément sa meilleure équipe. Je pense qu'elle est bien plus réussie que la dernière en Nouvelle-Zélande. Oui, non, on repart quand même avec individuellement des satisfactions. Et puis, c'est ce qu'on disait au début, c'est que l'état d'esprit, c'est tout, c'est rien, mais c'est tout, c'est important quand même. C'est difficile d'aller taper sur une équipe quand elle s'est envoyée de la sorte, quand elle a vraiment tout donné et qu'on reproche rien sur ce plan-là. Le rugby, ça commence toujours par là, donc on se dit qu'il y a des choses à construire à partir de là. C'est loin d'être une équipe aboutie, de toute façon c'est une équipe qu'on ne reverra pas forcément, mais le socle il est là, donc à partir de là on peut pas parler de tournée franchement ratée. On termine pas la tournée en se disant c'est une catastrophe, on n'a plus d'équipe de France, on va encore prendre 3 volets en novembre et le tournoi on va se battre pour une 4e place. Non, je pense que là on revient en se disant on est tout proche des All Blacks chez eux, il y a des espoirs. Et que quand les cadres vont revenir, nos fameux premiums, qu'il ne faut plus appeler premium. Oui, c'est vrai. Non, mais quand ils vont revenir, on sait que le jour où ils cassent, on a quand même du réservoir derrière et on a des joueurs intéressants. Donc non, il y a plein de choses positives à retenir. Après, effectivement, sans surprise, si on isole vraiment cette équipe-là et ce collectif-là, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour ce niveau-là. Mais ils ont compensé par beaucoup de courage et c'est important. C'est pas neutre en rugby. Bon, en tout cas, on va les laisser se reposer parce qu'ils l'ont bien mérité. On retrouvera les Bleus en novembre pour la tournée d'automne et qui débutera face à l'Afrique du Sud. Léo, t'en parlais tout à l'heure. Ça va être sympa, c'est chouette. Ça va être sympa, on a hâte. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Twitch. Et puis d'ici, nous aussi, on va prendre un petit peu de vacances. Ce soir. Ce soir pour certains, plus tard pour d'autres. Il y en a qui les ont déjà prises. Mais en tout cas, sur Twitch, on va faire une petite pause. Nico aussi, c'est ce soir d'ailleurs. Exactement. Ouais. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, en fait. J'ai compris. Sur Twitch, on se retrouve très prochainement avec Théophile, Vincent et toute la bande. Merci encore de nous avoir suivis. Ciao.